Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Seng. Bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de solutions de pilotage de la performance, et plus spécifiquement du sur-mesure et du clé en main. Donc moi, je me présente, je suis Gabrielle Boulanger, je travaille chez Intis. Intis, on est un cabinet de conseil et intégrateur de solutions de pilotage de la performance. Est-ce que Seng, tu peux te Oui, présenter? alors donc je suis Seng Lao, je suis consultant senior chez Intis et j'interviens depuis un peu plus de 10 ans dans la mise en œuvre de projets de pilotage de la performance. Ok, donc aujourd'hui on parle du build versus buy, c'est-à-dire de faire le choix entre construire sa propre solution sur mesure Oui. ou alors d'adopter une solution clé en main. Chez Intis, on travaille sur ces deux sujets. Effectivement, donc on a une forte expérience du build, puisque c'est la façon de faire des projets classiques. Et donc on a beaucoup travaillé sur les solutions IBM de pilotage de la performance, donc par exemple Planning Analytics. Et cette expérience nous a permis aussi d'acquérir un certain nombre de savoir-faire, enfin un certain savoir-faire, et des bonnes pratiques, ce qui nous a permis de construire en fait des préparamétrages et donc de proposer des projets en mode buy maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement faire une construction, faire une application sur mesure? Alors le sur-mesure, c'est partir d'une feuille blanche, hein, donc on dispose d'une boîte à outils et avec cette boîte à outils, on va pouvoir construire un certain nombre de fonctionnalités qui vont faire une application pour répondre au mieux, au plus près du besoin qui a été exprimé par le client. Et le buy? Alors le buy, c'est plutôt l'idée d'adopter quelque chose qui existe déjà, donc un espèce de pré-paramétrage disponible et qui va nous permettre de démarrer très rapidement et d'être opérationnel aussi dans un temps beaucoup plus court. Dans tous les cas, on a des besoins communs, peu importe la méthode, c'est-à-dire qu'on veut être autonome sur la gestion et l'évolution de sa solution. Oui, alors c'est vrai que les entreprises évoluent de façon assez rapide, et donc il faut pouvoir faire évoluer également les solutions. Et l'un des besoins les plus forts qui sont exprimés, c'est effectivement cette capacité à être autonome dans sa gestion et dans la capacité à faire évoluer la solution. Et dans tous les cas, on veut être accompagné aussi. Alors l'accompagnement, c'est essentiel, puisqu'il faut pouvoir apprendre, et donc c'est possible uniquement en étant accompagné. Donc on va peut-être revenir un peu sur ce qui nous amène à avoir cette réflexion sur l'adoption d'une solution de pilotage de la performance. C'est déjà de pouvoir répondre à des opportunités. Oui, alors le pilotage de la performance va nous permettre d'identifier des risques, mais aussi des opportunités. Et ces opportunités, on va pouvoir facilement les simuler pour tester, prévoir en fait l'évolution de l'activité selon différentes hypothèses économiques, opérationnelles, etc. Alors c'est aussi, et ce que l'on rencontre souvent chez nos interlocuteurs, c'est de constater une limite dans le pilotage avec un outil bureautique, en général Excel. En général, nos clients ont un certain nombre de limites qui peuvent être des obstacles à... Oui, c'est vrai que l'outil bureautique Excel, c'est l'outil le plus diffusé dans le monde de l'entreprise, donc c'est l'outil que tout le monde connaît et que chacun s'est approprié à sa façon. C'est un outil qui est relativement flexible également, mais qui pose un certain nombre de problèmes liés à sa capacité à peut-être moins bien gérer un fort volume de données. Donc à l'ère du big data, c'est le volume de données de plus en plus important. Maintenant, c'est également quelque chose qu'il est difficile de sécuriser, puisque les feuilles Excel, bon, ok, on peut les verrouiller par des mots de passe, mais ce sont des feuilles Excel qu'on va diffuser à gauche à droite sans vraiment contrôler ensuite ce qu'il se passe en termes de sécurité. Et le partage de l'information va être moins
aisée, puisque en fait, on va devoir envoyer des fichiers par mail, ou alors déposer des fichiers à un certain endroit, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose de très facile à accéder. On a déjà traité de ces sujets, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là. On a fait un webinaire au début de l'été que vous pouvez retrouver sur notre page LinkedIn Intisoft Perform ou sur notre site internet intis.com. À partir du moment où on a constaté qu'on était limité, ou en tout cas on sait qu'on veut adopter une solution de pilotage, quelles sont les questions qu'on va se poser ? Alors, en premier lieu, en fait, on va se poser la question de la technologie. Savoir quelle technologie choisir pour pouvoir justement répondre au mieux à notre besoin et aussi favoriser l'adoption par les utilisateurs de la future solution. On va aussi se poser la question du budget. Est-ce qu'on va pouvoir faire la solution tout d'un coup ? Est-ce qu'on va devoir aller petit à petit ? Et ça pose aussi des questions de répondre aux échéances aussi de notre... Oui, alors ça c'est la question de savoir comment nous allons mettre en œuvre notre projet dans le temps par rapport aux contraintes opérationnelles que l'on peut avoir, ce qui va conditionner aussi le planning en fait du projet. Et donc au sein de ce planning, on va pour chacune des tâches aussi se poser la question de savoir si nous disposons des compétences en interne pour pouvoir les réaliser. Oui, et puis il y a aussi notre existant. Il faut on peut se poser la question et faire une remise à plat de savoir ce que l'on a déjà avant de peut-être se lancer dans un projet alors qu'il y a peut-être des solutions qu'on a en interne qui ont été sous-exploitées. Oui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de cas où chez nos clients, il y a une richesse en termes ou une diversité de solutions déjà installées dans le paysage informatique de nos clients, et que pour beaucoup d'entre elles, finalement, elles ont été sous-exploitées ou utilisées pas forcément du mieux qu'on pouvait le faire, quoi. Alors, que ce soit pour le build et le buy, on rencontre au quotidien des inquiétudes, en tout cas des idées reçues sur chacune des méthodes. Sur le build, une des idées reçues, par exemple, qu'on entend souvent, c'est cette peur d'être tout le temps dans le projet. Oui. Alors c'est vrai que cette crainte d'être tout le temps dans le projet, finalement, provient du fait qu'on n'a pas souvent... c'est très rare d'avoir une équipe dédiée à la réalisation de projets au sein d'une entreprise. Et puis, on est aussi confronté assez souvent à des entreprises qui ont un besoin, mais qui n'est peut-être pas suffisamment bien défini pour pouvoir en voir la femme. Oui, a priori, si on cadre bien au départ, le projet n'est pas éternel. Non, mais non. Toutes les choses. Il y a cette impression aussi d'acquérir un outil qui est trop large pour notre besoin. Oui, alors c'est vrai que quand on s'adresse à une société comme IBM, par exemple, pour le choix de son outil de pilotage de performance, on peut très facilement être amené à se dire que finalement IBM c'est une très grosse société et c'est peut-être disproportionné par rapport à mon besoin. Moi, PME, ETI ou alors société de taille plus conséquente. Finalement, ce sont des sociétés, des solutions qui s'adaptent très bien à toutes les tailles d'entreprise. Ce qui va être important, c'est de bien borner, de bien définir le périmètre sur lequel on va intervenir, ce qui va nous permettre de peut-être... oui, puis ça permet aussi de pouvoir voir plus loin, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de besoins au moment du projet, de se dire qu'on a une solution qui peut répondre à des besoins beaucoup plus larges. Ça permet aussi de se dire qu'on va répondre à des besoins qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais qui peuvent venir. Qui peuvent provenir effectivement suite à l'utilisation de l'outil, l'appropriation de l'outil. Alors, ce qui inquiète forcément dans le sur-mesure, dans tout projet, c'est les dérives de coûts et de délais qu'on peut supposer.
En général, on y répond assez facilement en spécifiant bien au départ. Oui, encore une fois, donc on en revient à la question ou l'idée reçue précédente qui était l'impression d'être tout le temps dans un projet. À partir du moment où le projet est suffisamment bien spécifié, le budget et les délais sont en théorie sécurisés. Et puis ce qui inquiète aussi, alors peut-être sur des plus petites structures, mais c'est le manque de compétences en interne pour faire ce genre de projet. Donc ça peut être le fait de ne pas avoir de direction informatique, par exemple, de n'avoir jamais fait de projet. Donc on a cette crainte de ne pas avoir la méthodologie et le savoir-faire. Alors là, pour ça, il y a le cloud. Hein, si jamais on n'a pas d'équipe informatique dédiée ou d'infrastructure dédiée, on a la possibilité d'aller, y compris en mode build, dans le cloud. Et puis encore une fois, les solutions sont suffisamment souples et adaptables pour être maîtrisées de façon assez rapide par des personnes avec un profil plutôt opérationnel. Oui. Alors, sur le bail, on rencontre également des inquiétudes et des idées reçues également, notamment la peur d'être contraint par un système. Oui, alors c'est le syndrome de l'ERP, en fait, où on a peur d'être contraint par quelque chose d'ultra rigide et d'ultra structurant. Encore une fois, ces solutions sont flexibles. Nous apportons, bien entendu, des processus qu'on estime être les bonnes pratiques. Mais ce sont des processus qu'on peut venir adapter à la marge pour pouvoir peut-être favoriser une adoption par les utilisateurs. C'est aussi la peur d'avoir une solution avec des choses inutiles parce qu'on ne reconnaît pas son secteur d'activité ou on ne reconnaît pas certaines fonctionnalités, l'impression d'avoir certaines fonctionnalités dont on n'aurait pas l'utilité et à la fois de ressentir des manques. Oui, alors ces manques, encore une fois, on peut les traiter par l'ajout de nouvelles fonctionnalités, puisque les solutions sont suffisamment flexibles pour le permettre. Et puis, je ne comprends pas qu'on puisse considérer finalement des fonctionnalités supplémentaires comme étant inutiles, puisque ce sont, à mon avis, en fait, des possibilités d'apporter plus de valeur ajoutée, en imaginant peut-être des scénarios d'utilisation plus riches que ce qu'on pensait au départ, et ce qui va permettre peut-être d'élargir l'usage et de produire plus que ce qu'on pensait produire initialement. Bon, il y a aussi, mais ça rejoint toujours cette idée de rigidité de cette solution clé en main, c'est de si mon besoin évolue, est-ce que je vais pouvoir adapter cette solution, la tordre un peu, faire des modifications? Oui, bah, encore une fois, hein, l'évolutivité, c'est quelque chose de primordial, autant en build qu'en buy. Ces entreprises évoluent de façon rapide, les outils doivent suivre de la même façon pour pouvoir apporter des réponses très rapidement. Il y a cette peur également d'acheter une boîte noire, c'est-à-dire de ne pas savoir comment fonctionne la technologie derrière, de ne pas pouvoir tester aussi avant l'achat. Ce sont des solutions qui sont éprouvées, qui ont été construites sur la base de notre expérience, qui remonte à quelques années. On a quelques projets dans différents secteurs d'activité et pour différentes fonctions de l'entreprise. Et donc, ça devrait être plutôt quelque chose de rassurant que de savoir qu'on va mettre en œuvre quelque chose qui a été utilisé déjà par le passé par plusieurs sociétés. Alors, après, effectivement, la mise en contexte dans le besoin ou le référentiel de l'entreprise peut se faire assez rapidement, ce qui va nous permettre de tester aussi in situ le paramétrage. Alors, sur choisir le build ou choisir le buy, ça se fait peut-être en fonction de ses attentes, du contexte dans lequel on est. On peut choisir souvent ce que le build, ce à quoi le build peut répondre, c'est de répondre à des enjeux qui sont spécifiques. Que ça soit du fait du secteur d'activité, que ça soit sur des choses qui sont peut-être plus pointues effectivement dans une certaine activité que dans d'autres. Et pour lesquelles il n'y a pas forcément
solutions disponibles sur le marché. Oui. Effectivement, oui. On doit répondre à des besoins qui, effectivement, qui ne sont pas... Qui n'existent pas. C'est aussi prendre le temps de challenger l'existant, ce qu'on a déjà. Alors, quand on part d'une feuille blanche, on va faire l'inventaire de toutes les pratiques qui existent aujourd'hui, de tous les process qui existent aujourd'hui, et c'est effectivement le moment le plus propice pour pouvoir peut-être les redéfinir et les réadapter pour peut-être avoir plus d'efficacité, plus d'ergonomie aussi dans les processus. Ouais. Et en même temps, c'est dans le cas du sur-mesure, l'outil s'adapte à l'existence. Oui. Alors là c'est vrai qu'à la différence du bail, on fait rentrer l'outil dans les processus de l'entreprise, alors que dans le bail, on est peut-être un petit peu plus dans le mode de fonctionnement inverse, c'est-à-dire qu'on adapte les process à ce qui existe dans l'application. On favorise l'internalisation des compétences également, parce qu'on construit sur mesure, et donc le client peut même être celui, en tout cas l'utilisateur final peut participer vraiment à la construction de son outil de demain. Oui, alors c'est vrai que le build, on l'a dit tout à l'heure, c'est des projets plutôt classiques. Et donc là, le temps pendant lequel les équipes en interne vont être en contact avec l'outil va être beaucoup plus long, leur implication va être différente, et donc ça va effectivement favoriser l'internalisation des compétences, et donc l'acquisition de savoir-faire. Ouais. Alors du côté bail, on a plutôt on va plutôt avoir cette attente de rapidité, de vite être opérationnel avec sa solution. Oui, en effet, quand on achète quelque chose, on a envie que ça fonctionne tout de suite, en fait, rapidement. Et donc c'est vrai que ça va nous permettre d'accélérer un projet, de réduire les temps de mise à disposition de la nouvelle solution. Ouais. On a aussi cette idée que le bail plus adapté au petit budget, c'est pas forcément dire que le sur-mesure est forcément cher, mais en tout cas, comme tu le disais, on va plus vite, donc a priori, on connaît le coût. Exactement. Comme nous allons plus vite, alors déjà le coût lié à la durée du projet diminue, et puis on est déjà conscient du coût que ça va représenter au moment de l'acquisition du paramétrage. C'est des solutions qui répondent à des besoins standards, comme les solutions ont été éprouvées. Oui, des besoins standards, des bonnes pratiques, tout à fait. Ouais. Donc là, si on manque de maturité dans nos processus de pilotage de la performance, ça peut être aussi sécurisant de savoir que finalement, ce que l'on va faire ou ce que l'on va utiliser correspond à une bonne pratique ou quelque chose qui est répandu à fonction équivalente. Alors ça peut être adopter une solution clé en main comme un produit fini, ça peut être aussi une première étape, mettre le pied dans l'outil pour envisager plus tard de potentiellement faire du sur-mesure sur d'autres Oui, tout à fait. Oui, en fait, ça peut vraiment permettre, encore une fois, d'accélérer un projet. Donc, alors, soit pour se contenter d'utiliser ce qui est disponible puisque ça correspond déjà suffisamment bien aux besoins que l'on a exprimés, ou alors de peut-être partir d'une brique existante, la faire évoluer pour pouvoir l'enrichir avec des fonctionnalités qui sont un peu plus propres aux spécificités de l'entreprise. Ça permet d'apprendre également ? Alors, on va se donner plus de temps parce qu'on a moins la pression des échéances, les contraintes liées au calendrier du projet. Et donc, on va peut-être pouvoir se laisser plus le temps apprendre plus sereinement, à maîtriser l'outil et à peut-être le faire évoluer. Alors le gros avantage du bail aussi, c'est de pouvoir se projeter facilement. On achète une solution, on l'a entre les mains, on sait à quoi elle va ressembler. Alors c'est vrai que dans un projet classique, lorsqu'on est en phase de spécification, on a souvent du mal à se projeter et à savoir à quoi ça va ressembler, comment on va pouvoir l'utiliser et quelle va être l'adhésion des utilisateurs finaux. L'avantage du bail, c'est qu'effectivement, on a directement entre les mains un produit fini qu'on va pouvoir démontrer très rapidement et on a quelque chose de concret entre les mains. Et comme on l'a dit,
dans le bail, c'est une solution éprouvée et donc on limite les risques. Alors on limite les risques aussi parce que le budget, il est mieux, il est plus contraint puisqu'on va avoir un coût d'acquisition et une phase de paramétrage et de formation qui sont généralement des phases où il y a le moins de risques de dérive budgétaire. On va aussi limiter les risques en termes de temps, de délai, de planning, etc. Alors à l'inverse du build, dans ce cas-ci, on va plutôt s'adapter à l'outil. Oui. Mais ça permet d'être challengé aussi. Oui, c'est exactement ça. On va pouvoir confronter sa vision d'un processus à quelque chose qui existe déjà et qui est une pratique répandue. Et donc, et puis c'est une solution avec ses fonctionnalités qui va pouvoir peut-être amener une valeur ajoutée parce que elle nous fait penser à quelque chose qu'on n'aurait pas initialement envisagé. C'est ça, donc on apporte plus de valeur ajoutée, plus de capacité d'analyse, plus de cas d'utilisation auxquels on n'aurait pas pensé. Et donc, ce qu'on va produire derrière va être peut-être plus riche que ce qu'on avait imaginé faire au début. Donc là, on a répondu aux inquiétudes qu'on pouvait avoir sur une méthode ou sur une autre, aux avantages, ou en tout cas au contexte auquel l'un et l'autre pouvaient correspondre. Si on va un petit peu plus loin dans la mise en œuvre, que ce soit le build ou le buy, donc le build, ça va peut-être plus être un projet qu'on dirait classique. Oui, le projet traditionnel que l'on connaît tous, avec ces différentes phases qui sont par exemple le cadrage pour vraiment borner ou définir le périmètre du projet, les spécifications pour écrire et traduire en fait un besoin métier en spécifications techniques et fonctionnelles. Ensuite, il va y avoir une phase de développement, de recettes, de formation. Donc on est vraiment dans un schéma classique, le projet que tout le monde connaît, on a appris à l'école. D'accord. Alors qu'à l'inverse, le buy, ça va être un projet accéléré. Et oui, puisqu'on achète quelque chose d'opérationnel et d'utilisable très rapidement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il suffit juste de l'acheter et de l'installer pour pouvoir l'utiliser. Il va y avoir quand même une phase d'analyse en fait, des écarts entre ce dont on a besoin et ce que la solution permet de faire, pour pouvoir peut-être adapter à la marge finalement le pré-paramétrage, et aussi préparer toute cette phase d'installation où on va regarder en gros comment on va pouvoir intégrer cette solution dans le paysage SI du client. Et puis on est formé également. Alors dans les deux cas, on est formé. Ouais. Dans les deux cas, il y a une formation. Alors cette formation va nous permettre d'apprendre à utiliser l'outil. Ça va être le premier niveau de formation. Et on peut avoir un second niveau de formation qui va peut-être être plus pour les administrateurs techniques ou fonctionnels, qui va permettre aux clients de comprendre les bases de la modélisation pour pouvoir faire évoluer la solution et être autonome. Oui. Dans son administration de la solution. Oui, ça reste que, on pourrait penser qu'avec une solution clé en main, on s'abandonne à notre sort. Ça reste qu'on peut être accompagné également avec cette méthode-là. Bien sûr, est accompagné. Et on sera ravis d'accompagner les clients qui le souhaitent. En tout cas, au final, une méthode ou l'autre peut s'adapter à tous les contextes ou tous les cas. Oui. C'est plutôt en fonction des attentes vraiment de l'utilisateur, enfin de celui qui fait la démarche de ce projet, en fonction de faire ce choix en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est toutes les questions et toutes les idées reçues qu'on vient de balayer. Dans les deux cas, on retrouve quand même toujours ce besoin d'accompagnement, de formation qui est très important. Voilà, donc en fonction de la méthodologie qu'on va employer, peut-être que l'effort qu'on va mettre dans la formation et l'accompagnement sera légèrement différent. Mais la finalité étant d'avoir un client à la fin déjà satisfait de son produit, mais aussi autonome, capable de travailler de façon sereine au quotidien. Très bien. Alors on va passer aux questions. Vous pouvez les poser sur la plateforme. Si vous souhaitez poursuivre avec nous sur ce sujet-là ou sur un autre sujet sur le pilotage de la performance, vous pouvez nous contacter à l'adresse hello@tintis.com. Vous pouvez nous suivre également sur notre page LinkedIn Haute Perform. On publie régulièrement du contenu sur ces sujets. Donc
On a une première question sur le chiffrage. Comment chiffre-t-on le bail? Alors, le bail, en fait, on va le chiffrer en fonction de plusieurs facteurs. Donc, finalement, ce qui va définir le coût d'un projet en bail, ça va être la difficulté, entre guillemets, ou l'effort qu'on va devoir produire pour intégrer la solution dans le paysage informatique de la société. Donc, le nombre d'interfaces, est-ce qu'il va y avoir des retraitements éventuels avant de pouvoir aller chercher la donnée et la récupérer. Ça peut être aussi, par exemple, la difficulté qu'on peut avoir à se connecter à tel ou tel serveur de partage d'informations, les exports de données qu'on va devoir faire. Et puis, ça va être aussi peut-être fonction de l'effort qu'on va nous demander en termes de formation. Donc, est-ce que notre client souhaite uniquement être utilisateur de sa solution ou est-ce qu'il souhaite progressivement être amené à pouvoir faire évoluer sa solution de façon autonome? D'accord. Alors, on nous demande également les différentes méthodes de transfert de compétences sur le build, sur mesure. Sur le sur-mesure, alors, on l'a vu sur le sur-mesure, on va plutôt suivre une méthodologie de projet classique, donc avec toutes les phases que l'on connaît. Et autant dans un projet classique, en cadrage, spécification, recette, nous avons une implication assez forte du client. Autant sur les phases de développement, généralement, on est plutôt à travailler en chambre où l'intégrateur va travailler de son côté et venir rendre compte de temps en temps à son client. Pour pallier à cet effet tunnel, comme on l'appelle, il y a différentes méthodologies de projet. Il y a par exemple le coaching. Oui. En fait, on va juste donner la responsabilité au client de réaliser le paramétrage, tout en étant assis à côté pour le conseiller, le former, répondre à ses questions et lui permettre de travailler de façon totalement autonome. C'est lui qui va presque tout faire. On a aussi le mode co-réalisation, oui. Où là, en fait, on se partage les lots à développer entre le client et l'intégrateur, et chacun va être responsable de son périmètre, bien entendu. Le client va être responsable de son périmètre, mais il sera aussi accompagné. Et puis après, il y a la formation. Donc, il y a différents supports de formation, différents niveaux de formation, des contenus de formation qui sont proposés par IBM, des contenus standards qu'on peut aussi contextualiser dans un projet en fonction de l'application que l'on construit. D'accord. On nous demande également, y a-t-il une méthode rapide pour prendre cette décision, build versus buy? La boule de cristal. Alors, une méthode rapide pour prendre cette décision, très honnêtement, c'est assez compliqué, mais je pense qu'il y a surtout deux questions principales qui vont vraiment orienter de façon assez forte ce choix-là. Ça va être la question du budget dont on dispose et aussi notre capacité, ou plutôt la capacité du client à pouvoir assumer un projet. Donc, est-ce qu'il va pouvoir dédier finalement des ressources à ce projet? Quel effort il va pouvoir mettre en œuvre? Combien de personnes il va pouvoir rendre disponibles pour ce projet, quoi. D'accord. Bon, on n'a plus de questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis vous pourrez recevoir le replay par email. En espérant avoir répondu à vos questions. Au revoir. Au revoir.